Cet épisode est commandité par EJ, le leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Toupin. Bienvenue au balado Station Constructo. On dit souvent que l'industrie de la construction est plutôt conservatrice et lente à adopter des changements. Est-ce que c'est réellement le cas? Dans cette série d'épisodes, on va explorer différentes technologies novatrices pouvant être utilisées dès maintenant pour améliorer l'efficacité, la productivité et la sécurité sur les chantiers. Et puis nous allons aussi échanger avec les entrepreneurs qui les utilisent déjà. Certains vont peut-être même vous surprendre et vous donner l'impression d'être dans un véritable film de science-fiction, particulièrement dans cet épisode-ci. Les robots et l'automatisation des tâches ont complètement changé le visage de certaines industries. S'il avait été relativement épargné jusqu'ici, le secteur de la construction connaît beaucoup et pourtant de plus en plus de nouvelles applications pour les drones, les robots, les cobots, afin de faciliter le travail et de même que la sécurité sur les chantiers. On va explorer le sujet et toutes ces technologies aujourd'hui avec Francis Bissonnette, président et fondateur de Batimatech, ainsi que Vincent Melançon, gérant innovation, recherche et développement et projets spéciaux chez Pomerleau. Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation à participer à notre balado. On rentre dans un sujet hyper intéressant, puis les gens vont être captivés par notre prochain balado. On connaît les drones, on en connaît un petit peu sur les robots, mais on va commencer avec l'explication, puis le mot, je l'ai dit, les cobots. Est-ce qu'on peut avoir une définition de ce que c'est? Oui. Un cobot, par définition, c'est collaboration. C'est un robot collaboratif. OK. Donc, on peut l'utiliser avec les humains, c'est-à-dire qu'il y a de proximité. L'humain peut le travailler très, très proche, alors qu'un robot, généralement, lorsqu'on parle d'un bras robot, on va parler d'un bras qui travaille à distance dans un cadre Plus autonome, peut-être? plus cloisonné. Non, plus cloisonné. Ah, OK. Donc, pour le robot. Dans le cas du cobot, ça peut être sur une table fixée. Le cobot va faire une exécution qu'on va lui programmer en conséquence. Puis l'humain va pouvoir l'accompagner. Il va avoir des senseurs tout autour pour ralentir ou l'arrêter. OK. Donc, il n'y en a pas un plus autonome que l'autre, dans le fond. Les deux sont programmables. Il y en a qui ont des forces. On va penser que le robot peut être plus rapide dans certaines tâches. Là, si on parle du bras, peut être plus répétitif au niveau de la gestuelle, mais le cobot peut être aussi performant. Puis la grande différence entre les deux, qu'est-ce que ce serait? La grosse différence, c'est la proximité des humains. Tout simplement. Entre le cobot et le robot. OK. Puis sinon, après ça, c'est les différents formats, les différents angles que le cobot peut avoir, puis les différents fournisseurs canadiens et internationaux. Pouvez-vous nous donner des exemples d'applications dans le domaine de la construction, celui qui nous intéresse? Présentement, si on pense de façon réaliste dans le domaine de la préfabrication, donc fabrication en usine, de maisons, etc., on pense à 60 000 pieds carrés dans lequel on retrouve une usine qui utilise des cobots puis des robots, où ils vont être capables de fabriquer à peu près 1 million de mètres carrés en une seule année. Je vous parle de la société qui s'appelle Promise Robotique, qui est basée en Alberta, mais qui vient d'être bien financée, qui est un exemple. Sinon, le cobot peut être utilisé aussi pour certaines tâches en chantier, donc des tâches répétitives à peu de valeur ajoutée. Puis souvent, les humains qui les exécutaient peuvent devenir des personnes qui vont gérer l'outil, qui vont l'accompagner, qui vont pouvoir même la programmer, le cas échéant. Pour savoir l'utiliser puis s'en servir à bon escient. Du côté de chez Pomerleau, vous vous servez déjà de ces technologies-là? On a étudié plusieurs robots, effectivement, chez Pomerleau. On est un peu plus loin que la phase de recherche et développement, donc on a acheté des robots déjà chez nous. Selon la définition de Francis, là, j'aurais tendance à dire que c'est des cobots. On n'utilise pas ce terme-là nécessairement, on est plus sur les robots. Mais nous, on a un robot, on a deux robots, en fait, c'est des chiens. C'est des robots chiens qui s'appellent Spot, qui viennent de la compagnie Boston Dynamics, qu'on utilise pour faire de l'inspection sur les chantiers, prendre des photos, prendre des scans. On a récemment acheté aussi un robot pour faire du marquage au sol. Donc, c'est des robots qui sont autonomes, qui ont enregistré le plan de l'étage ou du site, puis qui sont capables de se géolocaliser. Donc, en étant géolocalisés, ils sont capables de naviguer sur le chantier de façon autonome. Puis là, il y a quand même le concept de capteur pour la sécurité des travailleurs. Oui. Évidemment. Donc, les obstacles, contourner un obstacle, un chantier, ça évolue vite. Une journée à l'autre, il peut y avoir des matériaux au sol qui vont créer des enjeux pour les robots, mais il faut que le robot soit capable de s'adapter, contourner des obstacles. Donc, est-ce que ça, c'est les robots que vous utilisez chez Pomerleau? Est-ce qu'ils sont essentiellement voués à certaines tâches, comme vous le disiez, de mesurage,
Ouais, ben, en fait, Essentiellement, c'est ça. oui, parce que c'est une conclusion qu'on a eue là, à mesure qu'on faisait nos recherches, c'est qu'en étant un entrepreneur général, la plupart des travaux sont sous-traités. Ouais. Donc, nous, on engage des compagnies qui vont faire les travaux. Donc, si nous, on achète ou on adopte un robot, on ne peut pas toujours l'imposer à nos sous-traitants qui font le travail. Donc, automatiser des tâches, comme Francis disait, c'est plus compliqué dans notre cas. Si on était un entrepreneur spécialisé, ben là, à ce moment-là, ça vaut la peine d'investiguer les robots pour automatiser certaines tâches. Dans notre cas, nous, on a la charge du chantier, donc on fait de l'inspection, on fait du suivi de progression, on va aller faire de la capture vidéo, de la capture photo pour nos rapports, pour valider la progression des travaux, etc. Donc, on se sert des robots. C'est des tâches qui sont très répétitives, Ouais. peu de valeur ajoutée. Donc, avoir un robot qui le fait de façon autonome, ça libère des gens aussi pour faire des choses plus Faire autre chose. de grande valeur. Oui, c'est ça, moins ennuyant pour le travailleur. Donc, il y a des choses que vous n'utilisez. Les drones, est-ce que vous les utilisez à côté? Beaucoup. Oui, on utilise beaucoup les drones. On a Évidemment, sur des chantiers à ciel ouvert. sur des chantiers à ciel ouvert, mais il y a des drones d'intérieur aussi qui existent, qu'on est en train de regarder. Je dirais que les drones pour l'extérieur, ça fait longtemps là, qu'on utilise ça pour plein de choses. La photogrammétrie, en fait, on prend des photos, on assemble les photos ensemble pour créer une vue globale du chantier. Pour Tomographie aussi. Oui, pour valider, exactement, pour valider l'avancement des travaux encore une fois, mais on utilise des robots pour des vidéos promotionnelles, des fois de nos chantiers, des choses comme ça, là, les drones. Donc, ouais, on a plusieurs pilotes. Pour l'intérieur, tu as aussi des drones qui ressemblent à des ballons, donc sont comme à l'intérieur d'un ballon, donc ils peuvent circuler à l'intérieur ou dans des tuyaux ou dans des zones plus restreintes. Oui, puis il y a une question de sécurité aussi avec ça quand c'est dans un endroit clos. D'une part, même pour les endroits non clos, la réglementation a quand même changé dans les dernières années là, avec Transport Canada et compagnie. Donc, c'est beaucoup plus facile d'opérer. Il y a des spécialistes aussi, des fournisseurs externes qui louent cette expertise. Mhm. Le chien Spot, vous en avez parlé tout à l'heure, ça, on l'a vu à la télé, ça fait quelques années de ça. Oui, Et, ça fait. Et le reportage ça avait fait jaser, moi je m'en souviens encore. Et il est toujours en fonction? Oui, toujours là? il est toujours en fonction. En fait, là, on en a deux. À l'époque, on louait ces robots-là à la compagnie Boston Dynamics justement pour évaluer le potentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis, à la fin de la période de location, on a acheté 2 de ces robots-là. Donc, présentement, ils sont en Ontario là, sur des projets. Encore une fois, faire de l'inspection. Il y a divers équipements qu'on peut mettre sur le chien. On parle des caméras pour prendre des photos 360 degrés, des scans laser pour faire la capture de données. On peut mettre des capteurs aussi pour la qualité de l'air, etc. Donc, ouais, on en a 2. On en a un qu'on garde plus pour continuer à faire de la recherche, développement, à tester des nouveaux équipements sur le robot. Puis, on reste en contact. En lien avec les chiens Spot et compagnie, Oui. il existe aussi d'autres types qui ressemblent à des chiens, mais avec roues, qui consomment moins d'énergie, puis qui sont parfois plus mobiles ou qui sont sur rail, par exemple, ou sur chenille, qu'on dit. Plus docile que le chien. Pas plus docile, différent. Différent. C'est plus ça. En intégrant cette nouvelle technologie-là, comment les travailleurs réagissent quand une technologie débarque sur un chantier comme ça? Bien, c'est sûr que nous, ce qu'on a vécu là, pour avoir essayé plusieurs robots, c'est que quand le robot arrive, nous, c'est l'équipe innovation. On arrive avec le robot sur le chantier, on le connaît, on l'a testé avant d'arriver, mais les travailleurs, eux, ils n'ont jamais vu ça. Donc, c'est une très grande distraction. Si c'est un pilote qu'on va faire sur 2-3 semaines, mais les premiers jours, il va y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont prendre une petite pause, peut-être aller voir ce que le robot fait, s'intéresser un peu. Mais rapidement, ça devient un peu comme un autre outil sur le chantier. Les gens s'habituent, ils savent qu'il est là, ils vont émettre leur jugement, ils vont poser leurs questions. Mais les premiers jours, là, oui, c'est une distraction. Puis je dirais que les gens ont tendance aussi à pas trop croire au potentiel du robot jusqu'à temps qu'ils le voient aussi. L'humain est comme ça, donc il n'y a rien qui peut faire un meilleur travail que l'humain, ce qui est parfois vrai, ce qui est parfois faux, mais le robot il est là pour aider. Là, est-ce qu'il y a un peu de crainte de remplacement aussi quand on parle de robotique et de... d'intelligence artificielle aussi, robotique, il y en a. Là, il faut que le message soit clair. C'est des outils qui sont là pour aider l'humain et non pas pour le remplacer. Oui, le mot-clé, c'est outil. Apprendre à subordonner, dans le fond, l'outil. Apprendre à subordonner nous-mêmes, humains, d'autres intervenants, etc. Là, on va y arriver, mais si on reste sur nos freins, ça va être plus difficile. Là. Mais foncièrement, il faut penser aussi que le secteur de la construction est prêt au changement, est prêt à adopter l'innovation beaucoup plus que des fonds le sous-entend. On le voit dans les différents événements auxquels je participe, auxquels Pomerleau participe, que ce soit ici localement ou à l'international. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont compris l'importance d'innover, l'importance de l'agilité
de penser aussi productivité. C'est plus juste, j'ai un appel d'offres, j'ai gagné, mon profit est emmagasiné, mais il faut penser aussi au prochain projet qui va être en compétition avec d'autres personnes qui ont compris aussi des meilleures pratiques, des meilleurs outils Mmh. innovants pour compétitionner, et cetera. Ouais. Présentement, le secteur de la construction n'a pas beaucoup accès à la recherche et développement parce que beaucoup de ce qu'ils veulent créer existe déjà rattaché à plein de secteurs, l'aéronautique, dans d'autres domaines, mais Faut l'adapter. il faut l'adapter. C'est plus d'adaptation, de l'innovation que d'une invention. On va dire ça de même, là. Il y a une différence entre les deux, invention, innovation. Puis le secteur, il faut qu'il l'essaye comme Pomerleau, essai-erreur, c'est-à-dire qu'il réfléchisse à l'idée jusqu'au bout. Après ça, qu'il essaie de la mettre en pratique. Puis une fois qu'il l'a mis en pratique, peut-être que tu recules. Vous l'avez peut-être fait à l'occasion, là. Ben, on l'a fait. Il y a plusieurs robots qu'on a essayés. Puis finalement, tu sais, on fait ce qu'on appelle une preuve de concept. On fait tu sais, une étude de cas, on va aller faire des tests, on va sélectionner un chantier, on va parler à des gens à l'interne. Puis finalement, on va se rendre compte que bon, l'investissement en temps, en ressources, les défis que ça peut amener, ben, peut-être qu'au final, le retour n'est pas vraiment là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ben, on va mettre ça de côté, on va passer à un autre appel. Mhm. Quels sont, selon vous, les avantages d'utiliser des drones, des cobots, les robots sur les chantiers de construction? Le gros avantage, disons. Il faut vraiment que ça vienne de l'entrepreneur ou de l'équipe pour dire comment ça pourrait être utile dans certains rôles dans l'entreprise. Parce que c'est un travail d'équipe pour intégrer ces solutions-là. C'est un travail de collaboration avec les employés, les personnes concernées, les fournisseurs, les partenaires, etc., les clients. Les cobots, les robots, ça va commencer à s'intégrer comme solution, principalement parce qu'il y a une pénurie de logements, principalement parce qu'on cherche aussi à avoir une certaine constance dans la construction, une certaine qualité, un certain niveau de productivité. Puis je pense que ça peut nous amener dans cette direction. On cherche aussi à donner de la valeur aux gens. Donc, donner de la valeur veut dire, on peut donner des tâches de contrôle, de suivi, autres que de faire quelque chose de très redondant, très difficile aussi. Des fois, physiquement, c'est des positions qui ne sont pas intéressantes pour exécuter un vissage ou pour qu'importe la forme, là. Ouais, on a l'exemple de la chaîne de montage, hein. Dans la tête, c'est ce que j'ai là. Donc, des trucs répétitifs, le robot est très Le utile. robot est très utile, puis il n'est pas fatigué. Tu sais, je veux dire, C'est tu sais, je ça. veux dire, tant qu'il y a de l'énergie. Mais la différence avec, tu parlais de chaîne de montage, la différence avec un chantier, c'est que c'est pas une chaîne de montage. Mhm. C'est un bâtiment, il y a peut-être 15 étages, il y a des choses qui se répètent Ouais. d'un étage à l'autre, mais quand même, s'il faut se déplacer aussi dans l'environnement. Nous, c'est sûr qu'il y a des robots qu'on a regardés, c'est beaucoup pour le volet santé-sécurité. Il y a un robot, par exemple, Francis a donné l'exemple, mais qui va faire des percements pour les ancrages au plafond, donc à la dalle au plafond. Donc ça, c'est des hauteurs qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres, là, des fois, dépendamment. Et puis, il faut aller percer un trou, puis ensuite de ça, on va aller installer un ancrage. C'est pour supporter les équipements électromécaniques. Mais normalement, un travailleur prend son escabeau avec sa grosse drill, monte en haut, il fait un paquet de trous, il redescend, il se déplace, puis il fait ça toute la journée. Il peut avoir 2000 percements à faire dans une journée et plus. Donc, avoir un robot qui sait où est-ce qu'il se trouve dans son espace, dans son environnement, parce on a poussé le plan ou le modèle 3D dans le robot, dans l'interface du robot. C'est ça, lui, il connaît Dans sa le fond, tâche. Il sait ce qu'il a à faire. l'innovation est là. L'ensemble des éléments d'innovation sont là. La connectivité, le lidar, les éléments de lecture de l'environnement, etc. On a maintenant ces outils-là, puis on les applique comme Vincent l'explique, avec les robots, avec les cobots. Ouais. Puis foncièrement, on comprend maintenant mieux les tâches des humains. Il y a le volet ergonomie, ergothérapeute, tout cet aspect-là. Le volet santé-sécurité qu'on doit travailler tout le temps, surtout dans des zones de risque aussi sur les chantiers, en hauteur. C'est ça. Puis, juste peut-être pour terminer sur ce point-là, dans le fond, ce qu'on a réalisé durant la COVID particulièrement, c'est que, bon, les gens ne pouvaient plus aller au chantier. Fait qu'on avait un besoin, les chantiers continuaient à rouler là. On avait un besoin de faire des visites de chantier, mais de façon virtuelle. Donc, pour faire ça, ben, on a adopté des technologies comme la photographie 360 qui nous permet grossièrement d'aller créer un genre de Google Map de notre chantier. Donc, on prend un paquet de photos 360, on les positionne sur le plan, puis ensuite, on est capable d'aller sur le point dans le plan, puis regarder autour de nous, voir l'avancement du chantier. À distance. À distance. Puis dans le fond, ben, pour faire ça, on veut voir l'évolution du chantier. On ne fait pas une fois aux 4 ans comme Google, par exemple. Il faut le faire une fois par semaine, mais une fois par semaine, ça peut être assez long. Mais c'est une technologie qu'on a continué à adopter même après la COVID parce que c'est super intéressant. Maintenant, on peut combiner ça avec nos modèles 3D, aller valider l'avancement, qu'est-ce qui a été fait dans le réel versus qu'est-ce qui était prévu. Donc, il y a plein d'avantages à ça. Avoir des robots sur lesquels on va aller installer une caméra qui se promène, peut le faire à tous les jours, pendant que l'humain qui normalement ferait les photos, ben, fait autre chose. Exact. Ouais. Donc, c'est de genre là la de choses valeur qu'on ajoutée. fait. Ouais, Et la constance. Oui. Ouais. Ah ben oui, la répétition qui est précise.
C'est bien beau, ça semble tout bien correct, comme on dit, mais il y a des défis, j'imagine, reliés à l'innovation, à la technologie, à l'utilisation de ces robots et les cobots. Quels sont les principaux défis pour l'industrie de la construction avec ces... Oui, j'en ai parlé un peu, mais un chantier de construction, c'est très évolutif. Donc, d'une journée à l'autre, il va y avoir beaucoup de choses qui vont avoir bougé, que ce soit tu sais, une pile de planches de plywood, des 2x4, une porte qui est fermée, qui n'était pas fermée hier. Si on a un robot autonome, Un mur de montée qui n'était pas là hier. oui, un mur de fermé, exactement. Donc, il faut que le robot soit capable, puis là, dans la mesure du possible, de s'adapter à ces conditions-là qui changent. Puis, un nouveau bâtiment de 17 étages, l'ascenseur n'est pas installé encore. Donc, oui, il y a des marches, puis des fois, des robots, c'est assez lourd pour que les humains ne soient pas capables de le lever. Donc, si on n'a pas un robot qui est capable de monter des marches, ben, il faut avoir un moyen pour le transporter. Il y a des monte-charges là, dans les bâtiments, mais quand même, ça prend une logistique là, qu'il faut comprendre. L'exemple de Spot, il peut effectivement monter des marches s'il y a des pattes. Par contre, ce qu'on a vécu, nous, en chantier, qu'on ne s'attendait pas, c'est les escaliers temporaires. C'est des contre-marches qui sont très, très petites, Ben c'est oui, très, très à pic. Donc, c'est vrai. là, le robot n'était pas capable de monter. OK. Ouais, c'est un défi, ça. Pour J'avoue. s'adapter au robot. Oui. Oui, parce qu'on n'adaptera pas le chantier pour le robot, ça, c'est sûr. Non, c'est l'adaptation de part et d'autre. Ouais. Quelle autre nouvelle technologie similaire qu'on pourrait mettre de l'avant dans les prochaines années? On s'en va vers quoi avec tout ça? Délicatement, je pense qu'on pourrait attacher les cobots avec qu'on appelle des genres de bras, là, auxquels on pourrait les attacher à des exosquelettes, par exemple. Okay. Actuellement, on l'utilise dans le cinéma avec ce qu'on appelle des girafes. Là. C'est comme sur notre ceinture, les batteries. On a ensuite un support qui supporte la charge, qui peut être une drill, qui peut être une perceuse, qu'importe. Mais rattaché à ça, on peut rajouter un outil comme un cobot d'un certain volume qui pourrait faire l'exécution à la place de l'humain. Une des technologies, je pense, qui me vient en tête, ce serait l'impression 3D. Donc, on peut maintenant imprimer du béton. Donc, il y a des, oui, il y a des produits qui existent là, qui permettent d'imprimer. Ça se fait moins au Québec, là, mais si on regarde ailleurs dans le monde, là, il y a des petites maisons qui sont imprimées en béton. Donc, c'est des très grosses imprimantes. Mais en fait, c'est des robots. Là, une imprimante, c'est un peu un robot. Là. Il y a un bras qui va aller coller le béton. Mais il y a des compagnies aussi, par exemple, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont imprimer du coffrage en béton 3D. Donc, si on a un coffrage en béton, qu'on va aller, ça c'est pour des structures qui vont être très répétitives, une base de fondation, une base de piliers électriques, peu importe. Donc ça, tu peux aller faire ton coffrage avec le béton, mais le laisser sur place. Donc là, tu as une économie de matériaux, tu as une économie de temps, tu peux préfabriquer ton coffrage. Donc, ce genre de technologie-là, je pense que ça rassemble un peu toutes ces idées-là ensemble. Préfabrication, robotique, automatisation. Que diriez-vous aux entrepreneurs qui souhaitent intégrer ces nouvelles technologies-là, mais qui connaissent à peu près... ils nous écoutent en ce moment, puis ils découvrent ça, puis évidemment, ils se connaissent un peu, ils sont dans le milieu, mais qu'est-ce qui pourrait les inciter à utiliser en participant à des événements qui sont rattachés à l'innovation, aux technologies, qui est un exemple, en suivant des formations qui traitent de ces sujets-là aussi. Il y a des formations de certaines associations, Bâtiment en fait partie. Il y a aussi en faisant ce qu'on appelle du benchmark, de regarder ce qui se fait dans d'autres industries, dans d'autres secteurs d'activité, puis voir est-ce que ces éléments-là peuvent se rattacher à notre secteur. Comment l'adapter? Comment l'adapter à notre secteur. Clairement, ça peut se faire. Les gens doivent réfléchir aussi à eux-mêmes, c'est quoi les problématiques qui ne sont pas résolues dans leur environnement, puis quelles sont, selon eux, une idée d'une solution possible, puis peut-être voir si c'est avec des partenaires de réaliser ces idées-là. Je pense que Pomerleau, c'est ce que vous faites souvent, vous réfléchissez un peu dans ce chemin-là. Là. Oui, puis je pense que la question de sensibiliser les entrepreneurs, peut-être plus petits, qui ont moins les moyens, justement, d'avoir des ressources en recherche et développement ou d'envoyer des gens dans des conférences à travers le monde et tout ça. Mais il faut voir l'avantage de ça. Oui, c'est un investissement initial qui peut sembler important, mais tout le monde s'en va là. La technologie est là, elle s'en vient, tout le monde. Si tu veux continuer, il faut que tu adoptes la technologie. Puis je pense que la construction, principalement, il y a cette mentalité-là on a toujours fait ça comme ça, les bâtiments se construisent quand même, il n'y a pas de problème, mais ça tend à changer. Là, on parle d'une révolution industrielle. On a parlé du train, on a parlé de l'électricité, on a parlé de l'imprimerie, puis aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Et clairement, l'industrie doit se réveiller, puis il ne faut pas qu'elle attende. C'est pas en disant je prends ma retraite dans X temps, puis ça sera les autres, c'est maintenant que ça se passe. Oui, peut-être certains entrepreneurs généraux plus petits, c'est dire on va attendre, puis non, c'est maintenant. J'en connais pas, moi, à qui je demande quels sont ceux qui l'utilisent, l'intelligence artificielle, puis qui vont arrêter d'utiliser. J'en connais pas. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Oui, exact. C'est plus comme ça.
C'est tout le temps qu'on dispose. Je vous remercie beaucoup de vos informations. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup de vous être déplacé. Merci à vous. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur la technologie dans l'industrie de la construction. Nous souhaitons remercier Francis Bissonnette et Vincent Melançon pour leur participation à cet épisode. Nous remercions aussi EJ, notre commanditaire pour cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur la réalité augmentée. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com dans la section balado. Merci et à très bientôt.